C'était une erreur demande Jules, tandis que mon téléphone s'embrase de notifications. Non, dis-je, l'erreur c'était le silence. En une nuit, des millions nous ont reconnus. La vidéo de notre baiser est en tendance. Ma mère ne répond pas, mon patron me conseille de ne pas faire de vagues. Au matin, Yanis dit « Pardonne-moi, je t'ai trompé ». Et je comprends. La trahison fait plus mal que la haine, mais le choix résonne plus fort encore. Ne pas se cacher, dire la vérité sur moi. C'était une erreur demande Jules, tandis que mon téléphone brûle de notifications. Non, dis-je. L'erreur, c'était le silence. Une nuit a suffi. Notre baiser au bord du vieux port a glissé dans les tendances, et avec lui mon nom et mon emploi. L'écran monte comme une marée, millions de vues, centaines de messages, demandes d'interviews, menaces anonymes. Ma mère n'ouvre pas mes appels. Mon patron écrit « On doit parler » et fait profil bas. Je m'appelle Maxime, 25 ans, barista à Marseille. Des mois durant, j'ai protégé ma vie comme on protège une flamme du vent. Hier, pendant la marche, un inconnu a filmé notre baiser. Yanis a levé le poing, a crié « On est là !» et le soir même, la vidéo était partout. Nous n'avions rien demandé, pourtant le monde a décidé pour nous. Ce matin, je découvre que j'ai perdu le droit de choisir le rythme. Au comptoir, les premiers clients regardent que l'écran. Les images tournent en boucle. Drapeau, musique, puis moi et Yanis. Une femme hésite. « C'est toi ?» Je dis oui. Elle sourit, dit bon courage. Un homme me filme sans permission. J'ignore son objectif. Je sers des cafés trop serrés. Dans ma poche, un message de mon père arrive enfin. « Ta mère est bouleversée. Tu devrais réfléchir. » À quoi exactement ? À midi, le patron me fait signe. Dans l'arrière-salle, il garde la voix basse. « Tu es bon, mais tu comprends. Il y a des clients. Prends quelques jours. Inutile de t'exposer. » Le verbe « exposer » tombe comme un verdict. Je demande si j'ai fait quelque chose de mal. Il hausse les épaules. Ce n'est pas la question. Sois discret. Discret alors que mon prénom file partout. Je sors avec un sac vide et le torse creux. Je marche jusqu'à la mer. La surface est calme. Je pense à Yanis. Sa dernière note vocale date d'hier. On tient, d'accord ? Depuis, rien. J'écoute son rire, je compose son numéro, j'efface. Je n'ai plus envie de supplier le silence. Au retour, je trouve dans mes messages un fil anonyme qui publie mon adresse, puis s'excuse en prétendant « informer ». Je fais des captures, j'écris au délégué syndical que m'a conseillé la bénévole. Il répond vite « note tout, garde les preuves. Personne n'a le droit de te sanctionner pour qui tu aimes ». Cette phrase me cale comme une main posée dans le dos. Je repense à la première fois où j'ai vu Yanis, un match improvisé près de Castellane. On s'est parlé 5 minutes, assez pour comprendre que le monde devenait plus net quand il riait. Rien de spectaculaire, juste 2 trajets qui s'ajustent. Hier soir, j'y croyais encore. Ce matin, je ne sais plus, mais je sais ce que je veux défendre. Au centre LGBT, une bénévole me tend de l'eau et un formulaire pour signaler le harcèlement. Elle parle de ressources, d'avocats, de modération. Écris un message public, simple, sans colère. Explique que tu ne te cacheras pas, dit-elle. J'ai peur de transformer ma vie en communiqué, mais je comprends l'utilité d'une phrase claire. Le soir, j'appelle encore ma mère. Boîte vocale, je laisse, je l'aime, je n'ai blessé personne, je travaille, je paie mon loyer, je ne suis pas une honte. Sur le quai, des ados me demandent un selfie. Avec le mec de la vidéo, je refuse doucement. L'un d'eux dit que c'était beau, un autre ajoute qu'il préférait quand on ne mélange pas tout. Je respire et je m'éloigne. Je ne veux pas devenir un aimant à colère. La nuit, Yanis écrit enfin « On parle demain, promis, j'ai des trucs à régler ». Je réponds aussitôt « Pas de double coche ». Un ami commun m'apprend qu'il a été vu à une soirée avec un influenceur qui veut raconter l'histoire de l'intérieur. Je ne sais pas ce qui est vrai. Peut-être qu'il cherche un abri. Peut-être qu'il fuit. J'attends le matin avant de juger. À l'aube, un courriel du patron prend la semaine et évite les réseaux au nom du café. Je n'ai jamais publié au nom du café. Je bois de l'eau, j'efface la colère, puis un SMS de ma tante. « Ta mère pleure, ne fais pas d'interview, pense à la famille. » Je réponds que je pense à moi aussi. Jules m'écrit « Je suis là ». Il arrive sans poser de questions. Nous marchons, il garde une distance prudente, me laisse choisir le rythme. Près du Mucem, il dit simplement « Tu n'es pas seul. Tu peux dire non, tu peux dire oui, mais dis-le pour toi. » Je souris malgré moi. Aucune solution magique, juste une place où respirer. Alors, j'ouvre une page blanche, pas d'effet, j'écris « Je m'appelle Maxime ». La vidéo n'était pas un secret dévoilé, c'était un moment de vie. Je ne harcèle personne, je n'insulte personne, je travaille, j'aime, j'apprends, je ne me cacherai pas. J'hésite sur la dernière ligne. Je pense à ma mère, au patron, à ceux qui ont ri, à ceux qui ont dit courage, à Yanis qui se tait. J'ajoute, la dignité n'a pas besoin d'autorisation. Je publie. La vibration arrive aussitôt. Message de soutien, doute, invitation, piège. Je lève les yeux, la mer est la même qu'hier. Peut-être que moi aussi. Quelque chose a pourtant bougé. La peur ne décide plus seule. Je range le téléphone, Jules demande si j'ai faim. Je dis oui. Puis il pose la question qui m'a suivi toute la nuit. C'était une erreur ? Je réponds, non, l'erreur, c'était le silence.
Au moment où je prononce ces mots, je sais que le reste viendra avec le matin Yanis ou sans lui. Le message tombe sans émoticône. Il faut qu'on parle. Je sais déjà que ce ne sera pas une bonne nouvelle. Yanis propose le parvis d'un musée, tôt, avant que ça s'enflamme encore. Il vient droit au but. Il a passé la nuit chez un influenceur qui lui a promis une vidéo pour rétablir sa version. Ce n'était pas planifié, dit-il. Je veux protéger ma carrière. Le mot carrière coupe court au reste. Il ajoute qu'il m'aime, qu'il a paniqué, qu'il a bu. Rien n'annule le fait. Il m'a trompé. Et il s'apprête à capitaliser sur notre histoire comme si elle lui appartenait seule. Je demande une seule chose, qu'il renonce à utiliser mon prénom et nos messages. Il hoche la tête, mais je sens qu'il calcule déjà l'angle. Nous marchons quelques mètres en silence. Des passants nous reconnaissent, certains sourient, d'autres filment. Il répète qu'il me doit la vérité. Je réponds que la vérité n'a pas besoin de followers, seulement de respect. Il dit qu'il m'appellera plus tard. Je sais que cet appel ne viendra pas. Je pars sans me retourner. Le téléphone vibre sans cesse. Des demandes d'interview, des invitations à y raconter le drama. Je refuse. Je veux respirer avant de devenir un sujet. De retour au centre, la bénévole me rappelle ce que j'ai déjà écrit. Je ne me cacherai pas. Elle propose un accompagnement juridique si mon image est exploitée sans accord. Je note les démarches et pour la première fois depuis la veille, je sens une marche sous mon pied. Jules m'écrit qu'il est près du port, on s'assoit face à l'eau, il me demande si je dors, si je mange, je réponds assez pour tenir debout. Il finit par lâcher ce qu'il retient depuis des mois. Il m'aime, il le dit sans pression, sans stratégie, sans promesse. Je ne te le dis pas pour que tu choisisses, dit-il, juste pour cesser de me taire. Je le regarde, je trouve les mots « merci ». Et pardon si ma réponse ne t'aide pas. Je dois me choisir d'abord. Il acquiesce, accepte la frontière. Il reste, et sa présence fait taire le vacarme autour. En milieu d'après-midi, la vidéo de l'influenceur sort. Yanis y parle de pression, de ce milieu ingrat. Il ne me nomme pas, mais tout le monde sait. Le montage le rend héroïque, sincère, abîmé. Les commentaires s'enflamment. Certains m'accusent d'avoir pourri sa carrière, d'autres le traitent d'opportuniste. Je ferme l'application, je choisis de ne pas répondre à chaud. La bénévole m'écrit « Tiens la ligne, documente tout ». Le patron m'envoie un courrier formel, mise à pied, conservatoire, déguisé en congé forcé. Le syndicat réagit en 1 heure, convocation, rappel du droit, mise en demeure d'arrêter toute mesure discriminatoire. Cela ne règle pas ma peine, mais cela fixe un cadre. Pendant que le droit se met en marche, je réponds à un lycéen qui me remercie d'avoir parlé. Il a 19 ans, il se dit perdu. Je ne suis pas conseiller, je l'oriente vers l'équipe du centre. Pourtant, ce message-là me tient éveillé d'une façon différente. Il justifie que je ne disparaisse pas. Le soir, mon père m'écrit brièvement « Ta mère veut te voir, dîner dimanche. Pas un mot de plus. J'accepte. J'ai peur, mais je ne veux plus négocier mon existence par messages interposés. Jules propose de m'accompagner en train. Je dis non pour le moment, j'ai besoin d'y aller seul. Yanis m'appelle finalement, tard, sa voix est lasse. Il jure qu'il n'a rien signé sans moi, qu'il regrette le geste. Il demande une pause publique. Pour nous. Je réponds que la pause existe déjà. Elle a la forme d'une porte que je viens de fermer. Il se tait, puis murmure qu'il fera une vidéo d'excuses. Je n'attends rien de cette annonce. Je lui souhaite d'être honnête, pas spectaculaire. Avant de dormir, je relis ma publication du matin. Elle n'a ni punchline, ni musique. Elle tient debout. J'ajoute une ligne. Je n'accepterai plus qu'on parle à ma place. Puis j'éteins. La nuit n'apaise pas tout, mais elle classe les priorités. Tenir la parole donnée à moi-même, affronter le dîner, répondre aux attaques légalement et ne pas transformer mon chagrin en contenu. Le reste attendra. Le lendemain, une autre scène m'attend. La table familiale, et cette phrase que je refuse d'entendre encore, « Tu nous fais honte ». La table est dressée, mais personne ne mange. Je comprends que l'entrée, c'est moi. Ma mère attaque par la réputation, les voisins, la famille, à Lyon. Pourquoi exhiber ta vie? Je réponds que je n'ai rien exhibé. On nous a filmés, j'ai refusé de me cacher. Mon père fixe son verre, ma mère répète qu'elle m'aime, mais je coupe ce mais. Je ne suis pas un dossier sensible, je suis leur fils, adulte, au travail, sans plainte pénale contre moi. Je ne cherche pas l'approbation, seulement l'arrêt du chantage affectif. Elle se lève, revient, souffle qu'elle ne sait pas comment expliquer aux tantes. Je lui propose de dire la vérité. Son fils aime un homme et ne s'excuse pas pour ça. Au dessert, la conversation dévie vers le café. Tu n'aurais pas eu d'ennui si tu avais été discret. Je réponds que l'ennui n'est pas mon amour, mais le regard des autres et des patrons peu courageux. Mon père finit par lâcher une phrase « On veut que tu sois en sécurité ». J'entends enfin un objectif commun. Je promets de leur envoyer les coordonnées du centre, du syndicat, pour qu'ils comprennent mieux ce que je traverse. Ce n'est pas la paix, mais un couloir vers elle. Le lundi, je reviens à Marseille pour la réunion avec le syndicat. On prépare un courrier sur les faits. Remarques de clients encouragés par l'inaction, congés imposés, allusion à mon image. La déléguée propose une médiation rapide, sinon inspection du travail. Le patron tente la nuance. Je protégeais l'entreprise. On rappelle la loi. Il promet de revoir sa position.
J'apprends à nommer ce qui m'arrive sans m'excuser. Dans le bus, des adolescents me filment encore. L'un crie une insulte banale, je ne réponds pas. Un homme d'une cinquantaine d'années lui dit d'arrêter, ici on laisse les gens tranquilles. Je le remercie d'un signe de tête. Ce geste me travaille plus que l'insulte. Le monde n'est pas uniformément hostile. Il est partagé, et ce partage peut basculer si quelqu'un se lève au bon moment. Le soir, je reçois un mail d'un journaliste sérieux qui propose un entretien long, sans pic. Je décline poliment, je parle déjà où je veux parler. À la place, j'enregistre une note vocale pour le centre. Je peux aider à modérer les messages, à trier les urgences. On me confie une permanence, ce n'est pas héroïque, c'est utile. La nuit, Yanis publie un teaser pour mettre les choses à plat. Les commentaires réclament des larmes, des détails, des noms. Je sens une fatigue neuve, celle d'être tenu en laisse par l'attente. Jules m'écrit seulement « Tiens ». Je réponds « Je tiens ». Nous n'avons pas besoin d'en dire plus. Le lendemain, déjeuner chez mes parents, deuxième manche. Je viens seul. Ma mère s'est entretenue avec une bénévole du centre. Le ton change. Elle ne comprend pas tout, elle tente moins de contrôler. Elle dit qu'elle a eu peur qu'on me frappe, qu'on me crache dessus. Je l'écoute. Je lui explique que la peur existe, mais que se cacher ne la fait pas disparaître. Mon père propose de venir me voir à Marseille quand ça se calmera. Je réponds qu'ils peuvent venir même si ça ne se calme pas. En rentrant, je découvre un fil de messages privés qui menace de passer au café. Le syndicat conseille une main courante. Je la dépose. Les procédures sont lentes, mais le fait même d'en engager m'empêche de me dissoudre. J'annonce publiquement que tout harcèlement sera transmis. Le ton des DM baisse d'un cran. On s'habitue à mon refus de jouer. Le soir, j'apprends qu'un jeune du centre a fait un malaise après des insultes. Je passe voir l'équipe. On l'accompagne, on appelle ses proches. Je lui dis qu'il n'a rien à prouver pour exister. Cette phrase, je me la dis aussi. Dans le couloir, mon téléphone s'allume, convocation officielle pour médiation au café. C'est le premier terrain où mon nom ne sera pas un hashtag mais une personne en face. Je dors peu. Le matin, je répète ce que je veux. Réintégration sans condition, excuses internes, charte claire pour les clients et le personnel. Si je perds, j'irai plus loin. Si je gagne, je ne deviendrai pas la mascotte de personne. Entre les deux, il y aura encore Yanis, les excuses promises, l'ombre de Jules et cette évidence qui s'installe. Mon histoire ne vaut que si je la mène à mon rythme. Avant d'appuyer sur publier, je me donne 10 secondes pour ne pas écrire sous l'adrénaline. Je poste une vidéo courte, pas de musique, pas d'effet. Je rappelle les faits, je remercie celles et ceux qui soutiennent sans insulter. J'annonce la médiation au café, j'explique que je signalerai tout harcèlement. Je termine ainsi, la dignité n'a pas besoin d'autorisation. Les vues montent, mais je range le téléphone. Je ne veux pas répondre aux vagues par des vagues. À la médiation, le patron reconnaît des maladresses. Nous obtenons la réintégration, une note interne contre toute remarque discriminante, un protocole pour calmer les clients qui veulent se filmer sans consentement. Il ne s'agit pas d'un trophée, juste un espace pour travailler sans me cacher. Le syndicat me conseille de rester vigilant. Je le suis. L'après-midi, le centre me confie une ligne d'écoute. Un garçon raconte qu'on a publié son prénom avec un emoji moqueur, il a peur de sortir. Je l'écoute longtemps, puis je propose des gestes concrets, capture, signalement, appui juridique, pause numérique si besoin. Il respire mieux à la fin. Moi aussi. Le lendemain, la plateforme retire plusieurs comptes pour harcèlement ciblé. On m'écrit que mes signalements ont aidé. J'apprends la patience. Ce qui ne s'obtient pas par un poste s'obtient par 10 formulaires et des preuves solides. Je m'y tiens. Quand je retourne au café, une cliente me glisse un mot doux. « Merci de ne pas avoir disparu ». Je réponds de rien, mais ce n'est pas rien. Ma mère regarde ma vidéo. Elle téléphone sans préambule. Elle ne sait pas quoi dire, alors elle me laisse parler. Je lui raconte la permanence, la médiation, la fatigue qui pèse et la fierté qui tient. Elle ne me coupe pas. À la fin, elle souffle. Je n'ai pas les mots, mais je veux apprendre. C'est une phrase simple, c'est une porte. Yanis, lui, annonce des excuses publiques. Je ne commente pas. J'écris seulement au centre que je ne veux pas qu'on m'invite pour répondre. Mon silence sur ce point n'est pas une fuite, c'est un choix d'hygiène. Le soir, Jules passe déposer de quoi manger. Il ne s'invite pas. Il repart après 10 minutes, me laissant un SMS. « Tu gères ». J'applaudis en silence. Je souris. Nous avons trouvé une manière d'exister, l'un près de l'autre sans confusion. Un adolescent arrive au centre en larmes, accueilli par l'équipe. Sa mère l'attend à l'entrée, hésitante, en colère. Je sors, je demande si elle accepte qu'on parle tous les trois. Elle dit oui, à contre-cœur, la discussion dure. À la fin, elle ne comprend pas tout, mais elle repart avec son fils, moins crispé. Ma mère suit la scène de loin par ma voix en direct au téléphone. Elle dit après « Je crois que j'ai vu ce que tu fais ». Je réponds que je fais surtout ce que je peux. Le café tourne, quelques clients tentent encore la provocation. Je rappelle la charte. Je ne hausse pas le ton. Le patron, cette fois, intervient. Il refuse de servir un client qui exige un barista normal. J'entends la phrase et j'ai envie de rire et de pleurer. Je fais juste mon café. Le soir, je prépare un texte pour clore ce cycle.
Je ne raconterai plus chaque étape, je ne commenterai pas la vie des autres, je n'expliquerai pas à l'infini pourquoi j'existe. Je publierai des choses quand j'en aurai envie, pas pour survivre. J'ajoute une ligne pour les jeunes qui m'écrivent, cherchez des alliés proches, des pros, des lieux sûrs. Internet aide, mais ne remplace personne. Avant de dormir, la notification tombe. Yanis a mis en ligne sa vidéo d'excuses. Je n'appuie pas. Je connais déjà ma réponse, je ne retournerai pas là où le respect a cédé au calcul. Il peut apprendre, réparer, perdre des contrats ou en signer d'autres. Ce n'est plus mon chantier. Le mien m'attend demain matin entre le café et le centre et un appel prévu avec mes parents qui veulent te visiter Marseille. Le flux affiche « Pardon » en lettres blanches. Je pourrais cliquer, je ne le fais pas. Mon choix ne dépend plus de sa caméra. Les retours parlent que pour moi. Yanis reconnaît l'erreur, promet de ne plus mélanger sentiments et opportunités. Il perd un partenariat, il garde une partie de son public, chacun gère ses dommages, je ne jubile pas. Je note seulement que la responsabilité finit toujours par rattraper l'image. Au café, je reprends mes horaires, les premières heures sont tendues, puis le quotidien reprend sa place. Je sers des cafés, j'échange 3 phrases, je refuse poliment les selfies. Un collègue me dit qu'il a expliqué à un client que ça ne se fait pas de filmer. Je le remercie. Ces gestes banals réparent plus que des discours. Jules reste présent sans attente. Il propose des balades, pas de déclarations. Sa constance me fait du bien. Un soir, il demande s'il peut m'embrasser. Je dis non pour l'instant et il comprend. Nous adoptons un rythme qui nous appartient. Aucune promesse, seulement des pas sûrs. Ma mère et mon père viennent à Marseille. Nous marchons près de la mer. Ils posent des questions simples. Comment se passe le travail? À quoi sert la permanence? Comment je dors? Ma mère s'excuse de m'avoir enfermé dans sa peur. Je la crois. Je ne demande pas d'adhésion immédiate à tout. Je demande qu'on ne me réduise plus à un sujet de honte. Nous mangeons ensemble sans chercher un consensus total. C'est nouveau et suffisant pour aujourd'hui. Je mets à jour mon message public. Je ne tirerai aucun revenu des drames. Je ne vendrai pas de story exclusive. Je ne nommerai pas ceux qui m'insultent. Je préfère montrer ce qui m'aide. Un syndicat qui répond, un centre qui accueille, des voisins qui disent le bonjour, des proches qui s'ajustent. Les vues sont modestes. Je respire mieux. Yanis m'écrit une lettre brève. Pas de justification, une demande de pardon. Je lui réponds sobrement, je ne peux pas revenir, je lui souhaite d'apprendre pour la suite. Il ne proteste pas. La conversation se termine là, sans scène, sans coulisses. Parfois fermer une porte, c'est simplement cesser d'y poser la main. Un soir, un jeune que j'ai orienté passe au café. Il dit qu'il a trouvé un groupe de parole, qu'il dort un peu. Il me remercie pour la phrase « La dignité n'a pas besoin d'autorisation ». Je la lui rends. Elle n'est à personne, elle sert à tout le monde. Le patron affiche désormais une note à l'entrée. Ici, on ne filme pas sans accord. Elle ne résout pas tout, mais elle trace un cadre. Ceux qui ne s'y reconnaissent pas ont leur chemin. Le lieu gagne une tranquillité nouvelle. Je découvre que la normalité n'est pas l'oubli. C'est la place que l'on reprend après l'orage. Je reçois encore des messages d'hostilité, plus rares. Je ne leur réponds pas. Je préfère écrire aux personnes qui demandent où trouver de l'aide. Je ne suis pas thérapeute, je répète les ressources, je rappelle de ne pas rester seul. Cette utilité discrète manque. Un dimanche, Jules et moi regardons le port. Il me demande si je regrette quelque chose. Je dis oui, d'avoir laissé d'autres s'exprimer à ma place trop longtemps. Mais je ne regrette pas d'avoir dit qui j'aime, ni d'avoir posé des limites. Il sourit. Nous restons là, à ne rien prouver. Si je devais résumer, je dirais « Ceux qui ont trahi affrontent leurs conséquences. Ceux qui ont soutenu continuent d'exister près de moi. Ceux qui hésitent ont un chemin pour comprendre. Moi, je garde le cap. Travailler, aider quand je peux, aimer sans me diminuer, refuser le spectacle qui me dévore. La suite n'a pas besoin d'effets, elle a besoin de choix clairs, les miens sont faits.